Donc, je remercie chaudement Célia de m'avoir proposé de traiter de ce sujet. On va parler un petit peu d'embryologie. Alors, en postprandial, ça va pas être très, très facile, mais on va essayer de ne pas être trop lourd. On va essayer de s'accrocher. Après, je vous présenterai juste un cas clinique et puis après, on reviendra un petit peu sur l'imagerie prénatale écho-IRM. Alors, moi, je suis gynécologue obstétricienne de formation. Je ne fais que de l'échographie anténatale et je suis médecin référent auprès du Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de Grenoble. Donc, il y aura beaucoup d'échographie, bien sûr. Je ne suis pas radiologue pédiatre. Donc, il y aura un tout petit peu d'IRM et je remercie mes collègues radiopédiatres qui m'ont un peu fourni des images pour construire ce topo. Donc, de quoi parle-t-on ? On parle d'anomalies de cloisonnement du cloaque qui se divise un peu en trois parties. Les malformations anorectales qui sont le sujet principal pour lancer. Oui, voilà. Donc, il y a une fréquence de 1 sur 3500 qui concerne à la fois les filles et les garçons. Donc, pathologie rare, mais ça concerne aussi le cloaque, qui a une fréquence encore plus rare, 1 sur 50 000 et qui est l'apanage des filles. Et puis, le sinus urogénital persistant, qui a également une fréquence très faible et qui est également l'apanage des filles. Donc, on va surtout s'intéresser aux malformations anorectales, mais en fait, c'est difficile de séparer ces trois entités. Elles ont une même origine au niveau embryologique. Donc, comment se passe le cloisonnement du cloaque ? Donc, c'est quelque chose qui intervient très précocement dans la vie intra-utérine. Donc, dès la 4e semaine, le cloaque va être la résultante de deux éléments conjoints, deux replis qui vont se former de manière perpendiculaire. Un repli dans le sens sagittal, ce qu'on appelle le pli de Tourneux, donc un pont de mésenchyme qui va venir descendre vers le pôle caudal de l'embryon. Donc Tourneux, c'était un anatomiste français de la fin du 19e siècle, début du 20e. Et concomitant à cela, on va avoir aussi des replis dans le plan transversal, donc qu'on appelle les plis de Ract, qui lui était prussien. Donc vous voyez que c'est quand même des choses anciennes. Et donc tout cela va permettre la formation donc, d'une séparation au niveau de ce cloaque et de la formation du septum urorectal qui va venir séparer le sinus urogénital en avant du canal anorectal en arrière, avec du coup une membrane anorectale au niveau de l'avant et une membrane anale en arrière. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la flèche. Par ailleurs, va se produire aussi, donc là c'est l'apanage de la fille, le cloisonnement du sinus urogénital avec la descente et le croisement des canaux de Müller avec les canaux de Wolff qui vont disparaître en l'absence de chromosome Y, donc du gène SRY, donc de la testostérone et de l'AMH. Ces canaux de Müller vont fusionner entre eux et s'accoler à la paroi postérieure du sinus urogénital, donc entre la 6e et la 8e semaine, pour former le canal utéro-vaginal. Par la suite, donc, on va voir apparaître à cette jonction du canal utéro-vaginal un petit tubercule, le tubercule müllérien, qui va progressivement se canaliser, puis devenir perméable pour former au final donc, les trois filières et donc les trois orifices périnéaux qu'on va retrouver chez la petite fille, donc entre la 9e et la 11e semaine, à savoir en avant la vessie, l'urètre, le vagin et en arrière le canal anal. Quelle est l'origine du canal anal lui-même ? Le canal anal, il se forme entre la 5e et la 8e semaine. Donc, cette membrane anale va voir apparaître de chaque côté des replis, là aussi mésenchymateux, qui vont former la dépression anale. Puis, finalement, cela va aboutir à l'ouverture de la membrane anale vers la 8e semaine. Et donc, on a une communication entre ce canal anorectal et l'extérieur, entre la 8e semaine et la 20e semaine. Car à la 20e semaine, la formation du sphincter externe au niveau anal va produire une occlusion fonctionnelle. Donc, c'était ouvert qu'entre S8 et S20.
Alors, je vous présente un petit cas clinique pour illustrer un petit peu ces malformations anorectales. Donc, cette patiente avait été adressée à 24 semaines pour une suspicion de cardiopathie. Vous voyez, on est un petit peu loin de notre sujet. Mais en fait, c'est pour bien illustrer que la porte d'entrée de ces malformations anorectales, elle est bien souvent pas la région anorectale, justement, parce que comme on va le voir, il y a énormément de malformations associées et c'est bien souvent les malformations associées qui vont être cette porte d'entrée. Donc, je vais essayer de vous lancer les films si j'y arrive. Mais avec la souris, c'est pas très simple. Ouais, bah, lancer le premier film, du coup. Celui qui est tout en haut à le cœur, donc tout en haut à... Voilà, celui-là. Donc, sur la coupe 4 cavités chez cette patiente, on voyait une petite image arrondie. Donc, on est sur une coupe transversale du thorax, les oreillettes en haut, les ventricules en bas. Et on a une petite image en bulle qui se situe à peu près au niveau du sinus coronaire, celle du dessous. Et donc, lorsqu'on fait ce qu'on appelle la coupe des 3 vaisseaux, donc sur l'image... On a veine cave supérieure, aorte et le tronc de l'artère pulmonaire qui se prolonge par notre canal artériel. Et on a un 4e vaisseau qui apparaît. Donc cette patiente avait ce qu'on appelle une persistance de la veine cave supérieure gauche, qui était finalement le point d'appel pour laquelle elle avait été adressée pour un 2e avis. Vous pouvez lancer la vidéo suivante. Lorsqu'on faisait le tour complet de ce bébé, on mettait en évidence assez rapidement une anomalie au niveau sacré, donc une dysgénésie sacrée. On ne voyait que 2 pièces sacrées et on commençait à être un petit peu interloqué par l'aspect également de la région justement rectale, avec cet aspect un petit peu, je vais essayer de vous montrer peut-être comme ça, c'est compliqué à la fois de... Donc ici, le sacrum avec la déformation et ici, l'ampoule rectale remplie. Et on avait beaucoup de mal à arriver à avoir un complexe sphinctérien sur cette coupe sagittale fétale. Vous pouvez lancer la vidéo suivante. Et lorsqu'on étudiait le cône terminal de la moelle, on voyait un aspect qui n'était pas du tout habituel, avec, au lieu d'avoir un aspect fin, effilé de ce cône terminal, on avait un aspect qu'on dit tronqué. Donc, avec un cône terminal de la moelle qui se terminait beaucoup plus haut qu'habituellement. À 24 semaines, on est au plateau supérieur de L3. On était en T12, L2, donc très haut. Vous pouvez lancer la suite. Donc, voilà ce cône terminal dessiné ici, avec cet aspect un petit peu tronqué. Vous pouvez lancer la suite. Et par ailleurs, et lancer la vidéo. Et par ailleurs, ce bébé présentait aussi une anomalie de position des 2 pieds avec ce qu'on appelle des pieds convexes, donc qui remontaient un petit peu sur le tibia. La suite. Donc cette patiente a bénéficié d'une analyse complète. Les reins, la vessie, il n'y avait rien de particulier. Suivante. Le phénotype était un petit garçon. Et donc elle est revue un petit peu plus tard. Est-ce que si je fais ça, ça marche? Vous pouvez lancer la suite. Donc, elle est revue même, pardon, excusez-moi, elle est revue par ailleurs au niveau de l'analyse du tube digestif et on tombe sur une dilatation du côlon. Donc, à ce terme de la grossesse, on voit quasiment pas la région colorectale. On voit un peu les anses digestives, mais elles sont vides, leur lumière est vide. Vous pouvez lancer les vidéos. Et donc, on avait cette dilatation colique ici, avec des petits spots hyper échogènes qu'on voyait apparaître au niveau de la lumière. Et donc, vous pouvez lancer la dernière vidéo en bas. Voilà. Et donc, ici, cette dilatation de la partie terminale au niveau du rectum et l'absence de complexe sphinctérien identifiable en arrière. Je reviendrai après sur comment on étudie le complexe sphinctérien en prénatal. La suite. Donc, on a fait aussi des coupes transversales et on avait cette image arrondie. Alors, souvent en prénatal, nous, ce qu'on cherche pour étudier la région anorectale, je vais y revenir après, c'est ce qu'on appelle la cocarde. Sauf que cette cocarde, il ne faut pas la confondre avec une coupe qui est faite en fait au niveau de cette ampoule rectale, qui donne une image un peu aussi arrondie, mais on ne sait pas à quel niveau on est ici. Et là, on voyait bien qu'il n'y avait rien qui se prolongeait vers le périnée au niveau de cette ampoule rectale. Donc cette patiente a bénéficié d'un bilan génétique complet qui est revenu complètement négatif. Suivante. Vous pouvez lancer du coup les vidéos.
Donc, elle est revue à 31 semaines. Et là, on voit qu'il y a tout un chapelet de petites images hyperéchogènes dans ce côlon dilaté. Donc, une forte suspicion de fistule urodigestive qui se manifeste par la présence de ces petites images. C'est un précipité de méconium, donc des selles fétales, qui correspondent à des entérolithiases. En haute fréquence, on retrouve par ailleurs en coupe sagittale, on a le rachis ici, donc l'ampoule rectale dilatée. Il n'y a toujours pas possibilité de visualiser une continuité entre ce cul-de-sac rectal et la peau. Et ici, on voit aussi toujours cette image au niveau du cône terminal de la moelle qui a un aspect complètement arrondi, parfaitement anormal pour les images prénatales. On a aussi cherché la cocarde qui était au niveau périnéal. Là, on a envoyé les bourses du fœtus et on cherche cette cocarde qui n'existe pas. Donc, elle bénéficie d'une IRM. Suivante. En IRM, on essaye dans un premier temps de repérer le rectum, donc son signal. Donc, son signal en T1, c'est un hypersignal. Là, vous avez l'image IRM normale, franc hypersignal. Et là, on retrouve un rectum qui n'a pas un franc hypersignal, donc un mélange probable de méconium et d'urine qui confirmait la suspicion de fistule urodigestive. Suivante. En IRM, le deuxième élément qu'on regarde, c'est le tractus urinaire. Il n'y avait pas d'anomalie chez ce bébé en écho comme en IRM au niveau du tractus urinaire. Non, ça ne marche pas. Et on mesure aussi le plancher périnéal. Donc là, vous avez les mesures normales. Donc c'est pour ces mesures, elles sont mesurées. Ils ont des ABAC en radiologie pédiatrique. Hein. Et là, on avait une mesure qui était autour de 10 mm, alors qu'on s'attendait plutôt à 16 mm pour l'âge du fœtus. Suivante. Et puis les malformations associées, alors on retrouve en IRM en fait les mêmes choses qu'on avait vues au niveau de l'échographie, hein. Une anomalie du rachis sacré, l'anomalie de la moelle, l'anomalie au niveau des veines caves et puis les pieds convexes qui avaient déjà été vus en anténatal. Suivante. Donc ce petit bébé est né à 39 semaines, 3,80 kg. Donc en postnatal, on a confirmé une malformation anorectale haute avec absence de relief fessier, absence d'anus, méconurie, une moelle tronquée, les malformations vertébrales, donc en faveur d'une régression caudale qui avait été vue en anténatal, les pieds talus. Et en postnatal, alors que même l'IRM n'avait pas pu mettre en évidence cet élément, on est tombé sur une atrésie de l'œsophage de type 5 et une atrésie duodénale opérée à J1 avec une colostomie transverse. Suivante. Donc, comment on explore le canal anal en prénatal, en échographie? On va utiliser les 3 plans de l'espace. Le plan sagittal, le plan coronal, et puis on va aussi avoir un plan transversal au niveau périnéal. Là, si je lance, ça marche ou pas? Non. Oui. Donc ici, on a le rectum et une formation, une ligne hyperéchogène qui correspond à la lumière anale et qui est bordée par 2 structures hypoéchogènes qui vont correspondre au sphincter. Chez cette petite fille, on peut aussi voir le col et une autre ligne hyperéchogène qui part plutôt vers l'avant qui correspond à la lumière du vagin. En coupe coronale, pareil, on a cette ampoule rectale ici, une ligne hyperéchogène qui va correspondre à la lumière du canal anal et puis bordée de 2 zones hypoéchogènes qui correspondent au sphincter et la fameuse cocarde qu'on voit ici, mais cette cocarde, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas où on coupe. Donc cette image-là, qui est souvent celle qui est le plus souvent réalisée parce qu'elle est assez facile d'accès, elle ne permet pas, bien sûr, d'éliminer des malformations anorectales plutôt basses. Par ailleurs, en prénatal, du coup, est-ce que ces coupes sont réalisées de manière systématique? Non. En dépistage, il n'est absolument pas demandé, donc sur les échographies réalisées à toutes les femmes en bas risque, d'explorer la région anorectale, selon les recommandations de notre société savante, donc de la CNEOF. Par contre, quand on réalise une échographie de diagnostic, c'est une échographie de seconde intention qui est demandée devant une anomalie visualisée à l'échographie de dépistage. Là, par contre, bien sûr, ça fait partie du cahier des charges.
Les autres signes d'appel écho, donc comme on ne va pas découvrir les malformations anorectales sur une analyse de la région anorectale, puisque ça ne fait pas partie du cahier des charges. Donc qu'est-ce qui va attirer l'œil finalement de l'échographiste de dépistage, donc de l'échographiste de première intention qui voit toutes les patientes? On va pouvoir avoir des distensions du rectosigmoïde, voire du côlon au 2e et au 3e trimestre. Et puis donc ce qu'on a vu sur le cas, je pense que c'est une vidéo là, vous pouvez la lancer. Sur le cas que je vous ai montré, donc un contenu hétérogel, c'est ces fameuses entérolithiases, donc qui sont un précipité de méconium par le calcium phosphate urinaire. On va, bien sûr, j'ai remarqué l'absence de visualisation du complexe sphinctérien, mais ça ne fait pas partie de l'échographie de dépistage, donc ce n'est pas ça qui va nous orienter vers une malformation anorectale. Donc, en tout cas, quand on a ces entérolithiases, on sera très suspect d'une fistule urodigestive, donc plutôt dans une malformation anorectale de type HOOT. Mais ces signes sont inconstants, ils sont parfois tardifs, ils ne sont pas pathognomoniques, donc on est quand même souvent un peu en difficulté. Et comme je vous le disais en préambule, c'est finalement les signes associés qui vont souvent être le point d'appel pour rechercher ces malformations anorectales. Donc plus de 70% de malformations associées, donc urogénitales, osseuses, musculo-squelettiques, vous avez vu le cas que je vous ai montré, médulaire, moelle basse attachée, moelle tronquée, cardiaque, alors en particulier le phallo. Le phallo, donc c'est une anomalie de type conotroncal de déconnexion de l'aorte au niveau du ventricule gauche. Et c'est vraiment une des anomalies qui est la plus pourvoyeuse d'anomalies associées par ailleurs. Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans les bactères. Et puis des anomalies digestives comme les atrésies de l'œsophage. On peut aussi avoir des anomalies crânio-faciales, mais c'est beaucoup plus rare. Et puis, un petit mot quand même de l'échographie du premier trimestre. Depuis un certain nombre d'années, on voit un certain nombre de publications qui font état d'un lien entre l'apparition d'images anéchogènes au premier trimestre et des malformations anorectales. Donc, c'est ce que nous, on voit en échographie comme étant une petite image kystique abdominale au premier trimestre. Au premier trimestre, dans l'abdomen d'un fœtus, il n'y a que l'estomac qui est visible et la vessie un peu plus bas, et aucune image digestive ne doit être visible. Et on s'aperçoit que dans la littérature, il commence à y avoir pas mal de publications. Alors, c'est des toutes petites séries qui font état d'une association entre l'apparition de ces images abdominales au premier trimestre, on va voir la plupart du temps elles disparaissent, et la découverte secondaire de malformations anorectales. Alors, je vous ai juste remis une revue récente qui fait état de 19 études qui a été publiée en 2024. Alors, là aussi, c'est des petites séries. On va juste s'intéresser au cas où cette image elle est isolée. Donc, dans la majorité des cas, elle va se disparaître spontanément, dans 74% des cas. Mais quand même, dans cette cohorte-là, on a 20% d'atrésie anorectale. Mais bien sûr, vous voyez, c'est des toutes petites cohortes. Donc voilà, c'est une étude qui est la plus grosse revue récente sur le sujet. Si on prend les cas où il y a une persistance, là aussi, on va avoir des signes au niveau digestif et ils avaient un cas d'atrésie anorectale. Alors, comment se fait-il qu'on a une image au premier trimestre qui ensuite disparaît, qui ensuite est un signe de malformation anorectale? Alors, il y a diverses hypothèses. L'hypothèse la plus souvent retenue, c'est qu'il y aurait une accumulation du contenu intestinal en amont de la membrane anale qui est fermée au premier trimestre, comme je vous l'ai montré au niveau embryologique. Et ensuite, bien sûr, ça ne peut pas s'écouler puisqu'il y a une malformation anorectale. Et il y a une décompression au deuxième trimestre par la fistule qui est souvent présente. Et c'est pour ça que cette image va ensuite disparaître. Donc l'apport de l'IRM, on en a un petit peu parlé. Le terme généralement réalisé, c'est autour de 30 semaines, des séquences T2, des séquences T1. Avec, donc, les radiologues vont regarder le repérage et l'analyse du signal du rectum, ce qui permet de confirmer la présence d'une fistule. On en a parlé, donc on n'a pas l'hypersignal classique. On va mesurer ce plancher pelvien. C'est surtout intéressant pour les formes basses et dans les formes sans fistule, donc du col vésical jusqu'au bas-fond rectal. Et puis l'analyse du tractus urinaire et la recherche des anomalies associées. Alors, vous avez vu qu'on a des cas où, en particulier, là, on était passé à côté de l'atrésie de l'œsophage, mais sur certains autres dossiers, c'est l'IRM qui a montré l'atrésie de l'œsophage, pour laquelle l'échographiste n'avait pas pu faire le diagnostic, parce que c'est un diagnostic également difficile. Par ailleurs, on a des formes syndromiques, donc 30% des cas.
Le Vacter, dont on a déjà un petit peu parlé, une association malformative, c'est 20 à 53% des malformations anorectales, 3 atteintes au moins. Pas de réelle base génétique connue, c'est souvent un diagnostic d'exclusion. C'est souvent les généticiens qui, une fois qu'ils ont tout cherché et qu'ils n'ont rien trouvé, ils disent a priori c'est un Vacter. Il y a d'autres associations malformatives, je passerai un peu plus vite. La régression caudale, c'était un peu le cas de notre patient. Et puis des anomalies chromosomiques, la trisomie 21, la tétrasomie 22q11, la délétion 22q11. Alors, je ne vais pas faire l'affront à Célia de trop parler du syndrome de Curarino, qui est son sujet de prédilection. Donc, je le passerai très très vite. Vous savez que c'est une triade entre une agénésie sacrée partielle en cimeterre, une malformation d'intestin terminal et une tumeur présacrée ou un dysgraphisme occulte, autosomique dominant, expressivité très variable et pénétrance incomplète. Alors, juste un tout petit mot très rapide des autres anomalies, même si je sais qu'il y a quelqu'un il faut que je termine vite, qui traite ensuite du sinus urogénital, mais on va en dire un tout petit mot, parce que c'est quand même une sémiologie qui est différente. Donc, les malformations cloacales, le sinus urogénital persistant. Vous pouvez lancer là aussi, c'est un film. Donc là, ce qui va être le point d'appel, c'est la présence d'une masse pelvienne kystique qui est souvent cloisonnée au 2e trimestre. Vous pouvez lancer la suite. Vous pouvez lancer, c'est que des vidéos. Donc, qu'on retrouve sur le plan sagittal et sur le plan coronal. Donc, elle est rétrovésicale médiane, elle est basse située en regard du sacrum, elle a une paroi propre, elle est fréquemment cloisonnée. Dans ces cas-là, il y a souvent très souvent un système mullérien double. C'est pour cela qu'on a la cloison. Elle est anéchogène ou polyéchogène avec un niveau liquide-liquide chez une petite fille. Et là, on va être sur une forte suspicion d'hydrocolpos ou d'hydrométrocolpos lorsque ça remonte jusqu'à l'utérus. Devant cette masse, on va voir un peu le diagnostic différentiel de ces masses kystiques. Elle est différente du kyste ovarien dans le sens où le kyste ovarien, c'est plutôt 3e trimestre. C'est plutôt latérovésical que rétrovésical. Et on peut avoir des formes avec ce qu'on appelle des vésicules filles, comme l'image qui est à l'extrémité, qui signe vraiment le kyste ovarien. Autre diagnostic différentiel, la duplication digestive. Là, vous pouvez lancer, c'est aussi un film. La duplication digestive, c'est une image souvent un peu plus haut située, qui apparaît aussi au 2e trimestre, avec une paroi épaisse sur laquelle on peut voir un péristatisme. On peut aussi avoir comme diagnostic différentiel l'urétérocèle, mais l'urétérocèle, c'est une image en bulle qui est située à l'intérieur de la lumière vésicale. Et puis lymphangiome, tumeur sacro-coccygène, c'est vraiment une sémiologie très différente. On a de multiples images kystiques qui ne ressemblent vraiment pas du tout à celles de l'hydrocolpos. Donc, devant cette hydrocolpox, pareil, les signes associés. L'urétérohydronéphrose, par compression, on peut avoir aussi des anomalies rénales. Donc, ça va être aussi une porte d'entrée et c'est un facteur pronostique très important. L'acide qui est parfois transitoire dès le 1er trimestre, par passage d'urine à travers les trompes, qui vont donner ensuite une péritonite chimique qui donc va occlure les trompes. Et c'est pour ça que cette acide, elle est transitoire. C'est pour certains aussi un facteur pronostique. Et puis les dilatations digestives et les entérolithiases qu'on a vues dans les malformations anorectales, mais qui peuvent aussi se voir dans ce type d'anomalie de type cloacal. Donc ici, un peu une revue des différentes anomalies associées. On en a déjà parlé, et avec leur pourcentage, donc sur cette revue qui est relativement récente de 2022. J'essaye de me dépêcher. Les associations malformatives, donc 50 à 60%. L'os, le rachis, toujours, donc vraiment une grande porte d'entrée, cardiaque, le phallo, les extrémités. Le Vacter, on en a aussi parlé. Et puis, une petite spécificité, notamment pour le sinus urogénital, les variations du développement génital. Mais ça peut aussi apparaître chez les cloaques, jusqu'à 30% des cloaques. Donc, un élément aussi, également une porte d'entrée pour ces anomalies malformatives, notamment du sinus urogénital. 10% de syndrome polymalformatif d'origine chromosomique ou génique dans ces anomalies de type cloaque et sinus urogénital. Donc, devant cette masse kystyle pelvienne, on va l'analyser. C'est un hydrométrocolpos. Donc, tout de suite, on se précipite pour aller voir le rectum et le canal anal. Ça, c'est de l'échographie de diagnostic. Les signes associés, ascite, anomalie uronéphro, dilatation digestive, syndrome polymalformatif,
malformations, cardiopathie, variation du développement génital. Là aussi, on va analyser notre rectum et notre canal anal comme on vient de le voir. Je passe un peu plus vite. Et là, on va pouvoir un peu distinguer les deux éléments. Tout le sphincter est parfaitement en place. On arrive à voir ce complexe sphinctérien de manière habituelle. On est plutôt dans le cas du sinus urogénital persistant ou de l'obstacle vaginal. Et par contre, il n'existe pas de complexe sphinctérien. C'est les malformations cloacales et ce dont on vient de parler, les mares hautes et intermédiaires. Bon, j'ai passé un peu plus vite sur l'IAM parce que je pense que ça va être abordé après. Donc, en conclusion, ces anomalies de cloisonnement du cloaque, c'est un ensemble de pathologies complexes avec comme prérequis indispensable pour l'échographiste dit de diagnostic, de référence, de connaître l'écho-anatomie normale de la région anorectale avec l'appui de l'embryologie. Les signes d'appel, vous avez vu, ils se recoupent souvent, mais ils sont inconstants. Donc, il y a une grande part de diagnostic qui est postnatal. Importance des signes associés, qui est une porte d'entrée très fréquente. Le couple écho-IRM qui va nous donner un faisceau d'arguments. Des facteurs pronostiques évaluables, c'est surtout le retentissement rénal. C'est encore un petit peu difficile pour les autres facteurs pronostiques. Et problème du devenir à moyen et long terme. Et là, c'est très important. L'entretien prénatal est extrêmement important avec les chirurgiens qui vont prendre en charge cet enfant pour expliquer absolument tout de ce qui va advenir, de ce qui va se passer en postnatal. Je vous remercie.